Deux partis politiques se sont mobilisés ce week-end dans la perspective des élections de 2020. Au mouvement pour le changement et la renaissance, Tahirou Barry représentera ce parti à la présidentielle de 2020. Du côté de l'ALF RPA, Maître Gilbert Noël Ouedraogo était à Ouayoubia pour annoncer sa candidature et sonner la mobilisation des militants de son parti. Des précisions à suivre en début de journal. La scolarisation des filles est encouragée depuis quelques années au Burkina Faso. C'est une politique dont les résultats se constatent au niveau du primaire où les effectifs des filles dépassent ceux des garçons dans plusieurs écoles. Mais une fois au secondaire, le constat est tout autre, avec une baisse considérable du nombre de filles dans les établissements. Dans ce journal, nous ferons le constat dans le nord et dans le haut-bassin avant d'en parler avec la directrice générale en charge de l'éducation des filles. Il a décidé de ne pas rejoindre les rangs des chômeurs après sa radiation de la police nationale. Abdou Naba fait partie des policiers radiés suite aux mutineries de 2011. Il a décidé de prendre son destin en main en se lançant dans des activités qui font de lui un entrepreneur qui gagne bien sa vie aujourd'hui. Nous irons à Fada pour le découvrir dans son univers de travail. Et puis dans ce journal, nous irons dans la Sicile où les éléphants sèment la terreur dans les champs et même dans les habitations. Les paysans vivent impuissamment ces scènes depuis 2016. Ne sachant plus à quel sein se vouer, ils s'organisent pour se protéger et se défendre face aux attaques des pachydermes. Leur stratégie de défense à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous ouvrons donc ce journal avec l'actualité des partis politiques. Tout d'abord, Tahirou Barry dit oui à l'appel du mouvement pour le changement et la renaissance pour être candidat à l'élection de 2020. L'information a été portée à la presse ce matin à Ouagadougou. Rappelons que c'est en janvier dernier que Tahirou Barry avait été sollicité par le MCR et d'autres mouvements associatifs pour les représenter à la prochaine présidentielle au Burkina Faso. Idrissa Warga et M. Solange Guigma. J'ai décidé librement, sereinement et solennellement de relever ce défi qui m'a été proposé en acceptant de me porter candidat à l'élection présidentielle prochaine de ma patrie. C'est ainsi que le député à l'Assemblée nationale sous la bannière du parrain répond à l'appel du 27 janvier dernier du parti politique Mouvement pour le changement et la renaissance, ainsi que des mouvements associatifs et politiques. Une candidature qu'il entend placer sous le signe d'un triple combat. 1. Le combat contre le terrorisme et l'érosion profonde de notre cohésion sociale. 2. Le combat contre la paupérisation accélérée de nos vaillantes populations et particulièrement les femmes. 3. Enfin, le combat contre le chômage endémique qui tue à petit feu nos braves jeunes des villes et des campagnes. Pour ce faire, Tahirou Barry compte s'inspirer de la foi, de la volonté et des convictions de ceux qui ont bâti dans le dénuement les pyramides d'Égypte. Mais avant tout, il a tenu à rendre hommage à son mentor politique. À ce grand éducateur hors pair, à ce père, Laurent Kilachou Bado, je lui exprime toute ma reconnaissance et lui réitère toutes mes excuses publiques pour mes actions et omissions qui lui ont causé du tort. Mes excuses publiques sont également adressées à tous ceux qui se sont sentis offensés durant mes 20 années d'engagement politique, car j'ai toujours la conviction que c'est dans la franchise, la vérité et l'amour de la patrie qu'on réussira à bâtir une nation puissante en ordre moral, économique et social. Considéré comme le candidat d'une génération consciente, il a également salué à l'entame de cette conférence l'engagement et le sacrifice des forces de défense et de sécurité dans la protection de notre patrie. Une minute de silence a été observée en mémoire de toutes les victimes.
Au niveau de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, le candidat à l'élection présidentielle s'appelle Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Il a officiellement annoncé la nouvelle aux militants de l'ADF-RDA de la région du Nord. La rencontre s'est tenue hier à Ouaïgouya. Le compte rendu de Issoufou Kabouré et Francis Tien. C'est une population des grands jours qui a répondu à l'appel de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA. Ils sont venus des différentes localités du Yatenga pour écouter le message du président de leur parti. Les militants ont toujours souhaité que nous présentions notre candidature à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous sommes venus leur dire que ce souhait a été entériné par l'ensemble des membres du parti. Et qu'aujourd'hui, donc, je suis candidat. Je suis le premier candidat investi à l'élection présidentielle du Burkina Faso. Et je suis venu demander donc leur accompagnement, leur bénédiction. Tour à tour, les différents responsables de l'ADF-RDA ont pris la parole pour haranguer les militants. Des militants qui ont réaffirmé leur soutien au parti. Occasion pour le candidat de dévoiler ses ambitions. Nous avons une aspiration de construire ensemble un pays où on peut se vêtir dignement, manger à sa faim, s'éduquer normalement. Afin de mieux barrir à la prochaine présidentielle, le parti de l'éléphant entend composer avec d'autres formations politiques. Je ne serai pas que le candidat de l'ADF-RDA, je serai le candidat d'une coalition qui va au-delà de l'ADF-RDA pour qu'ensemble nous puissions sortir notre pays des difficultés dans lesquelles le pays se trouve. Le candidat de l'ADF-RDA prévoit dans les mois à venir sillonner le Burkina Faso pour recueillir les attentes des Burkinabés. Autre point de l'actualité et on en vient au grand format de ce dimanche consacré à la baisse des effectifs des filles au secondaire. Après le poste primaire, le nombre de filles connaît une décroissance dans les classes de terminale. Plusieurs facteurs expliquent cette situation et les principales concernées interpellent les décideurs politiques à renforcer la politique de maintien des filles à l'école. Constat dans la région du Nord avec Abdelkader Sawadgo et Alidou Alain Sawadgo. Sur un effectif d'environ 42 000 filles inscrites au poste primaire, seulement 8 000 d'entre elles arrivent au secondaire selon les données de la Direction régionale de l'éducation post-primaire et secondaire du Nord. À Ouaïgouya, elles sont nombreuses à quitter les bancs avant la classe de la terminale. Et au niveau des troisièmes, nous avons 164 filles pour 119 garçons. Et au niveau des terminales, nous avons 154 filles pour 212 garçons. Donc on voit qu'à partir des classes de seconde, donc la tendance s'inverse et que nous avons plus de garçons que de filles. Mais celles qui tiennent toujours le bon bout justifient cette déscolarisation par plusieurs raisons. En classe de seconde, il y a déjà l'esprit d'adolescence, genre la folie de la puberté. Et c'est quand même difficile. Et une fois, si ces filles n'ont pas une maîtrise, c'est difficile pour eux d'atteindre la classe de terminale. Du premier cycle au second cycle, plusieurs filles se marient. Deux fois aussi, certaines filles, peut-être si elles ont déjà repris une classe, deux classes, elles voient avec l'âge et le fait de ne pas avancer à l'école, elles se disent que non, si elles gagnent un bon parti, elles vont se marier. Je pense que cela est dû d'une part à la mentalité des filles, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles prennent les garçons là au-dessus d'elles. Donc ce qui fait qu'elles n'ont pas le courage de bien bosser, quoi. Et certaines filles pointent du doigt l'influence des parents. Certains parents, comme ils n'arrivent plus à assurer la scolarité des élèves et de leurs filles, les forcent à se marier en disant qu'ils peuvent se marier et continuer les études en même temps. Quand les filles vont se marier, ça devient toute une autre chose. Pour un bon maintien du genre féminin à l'école jusqu'à la fin de leur cursus scolaire, certains élèves demandent une amélioration de la politique du gouvernement dans la scolarisation des filles. Il faut sensibiliser seulement, c'est la sensibilisation. Et puis il faut aussi qu'ils mettent en place des structures d'aide, par exemple des bourses scolaires pour les filles, pour donner l'ambition aux filles de continuer. Pour les responsables de l'éducation, les efforts du gouvernement dans la lutte pour la scolarisation des filles sont à louer. Toutefois, des efforts restent à faire dans l'accompagnement de cette frange des élèves. Il y a des préjugés en matière de traitement, en matière de considération, ça reste la même chose. Voilà. Les filles n'ont pas assez de temps pour consacrer aux études, tandis que les garçons, eux, ils ont largement de temps. Et mieux on s'exerce, plus on s'en sort à l'école.
La région du Nord compte au total 20 554 élèves, dont 8 383 filles. 55% des bourses scolaires sont octroyées aux filles par le projet d'amélioration à l'accès et à la qualité de l'éducation. Dans cette partie du Burkina, en croit la direction régionale de l'éducation post-primaire et secondaire. Sur le même sujet, nous faisons le constat dans la région des Hauts-Bassins. Dans la plupart des établissements primaires de cette région, l'effectif des filles dépasse celui des garçons. C'est le résultat d'une politique mise en place par le gouvernement pour encourager la scolarisation des filles. Mais là encore, le défi à relever, c'est la réussite de cette politique au niveau du secondaire. Constat avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Avec ces 6 classes, l'école primaire publique Sarfalao H de Bobo-Dioulasso compte pour cette année scolaire 767 élèves. Dans cette école, on note un nombre élevé de filles par rapport aux garçons. Elles représentent 53,58% de l'effectif total des élèves. Pour cette année 2018-2019, au CP2, 82 filles contre 68 garçons. Au CE1, 82 filles contre 59 garçons. Ce qui fait pour l'établissement même 411 filles pour 356 garçons. Jeanne Yameogo est l'enseignante titulaire de la classe du CM2. Dans sa classe, les filles sont aussi en nombre majoritaire. On a eu un effectif de 107 élèves. On a 64 filles et 43 garçons. Au CM2, c'est même une fille qui tient la tête. J'ai été première avec 7,64 de moyenne. Quand j'arrive à la maison, je lave les plats. Quand je finis maintenant, je me lave et puis j'apprends les leçons. Je trouve que c'est une qui se bat, qui se donne dans tous les domaines. Et quels qu'en soient les exercices qu'on donne, et elle prend même la charge de ceux-mêmes qui n'arrivent pas à s'accrocher. Elle essaie de les aider. Vraiment, c'est une qui prend ses responsabilités. Pour les enseignants, ce nombre élevé de filles par rapport aux garçons dans les écoles primaires est le fruit de la politique mise en place par le gouvernement burkinabé depuis un certain nombre d'années. Avec cette politique, tous les partenaires se sont associés, notamment les associations des parents d'élèves, les associations des mères éducatrices qui ont fait de la sensibilisation et on voit que ça porte. Là, au niveau des filles de l'OCP1, l'État encourage les parents, les inscrits en prenant déjà une partie de leur, en faisant une contribution pour leur prise en charge. Depuis le CP1 dans ma classe, j'ai toujours eu plus de filles que de garçons. Je me dis que c'est l'application, la mise en œuvre qui a été vraiment suivie dans ce secteur. De toute évidence, cette politique du gouvernement burkinabé a porté des fruits au niveau du primaire. Reste maintenant à savoir si cette tendance se confirme au secondaire. Justement, la baisse des effectifs des filles dans les établissements secondaires est une réalité. On en parle encore avec la directrice de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre. Bonsoir, Madame Rasmata Ouedraogo. Bonsoir, Madame Kaoré. Alors, vous venez de suivre avec nous la situation au niveau du nord et de la région des Hauts-Bassins. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée d'ensemble concernant donc cette problématique de la baisse des effectifs des filles au niveau du secondaire? Okay, merci Madame pour cette opportunité et comme effectivement nous l'avons vu dans l'extrait, les progrès pour l'éducation des filles au primaire et au post-primaire sont une réalité en termes d'accès, de maintien et les indices de parité qui, en tout cas, qui tendent vers 1. Mais effectivement, au niveau du secondaire que le problème se pose et les indicateurs sont les suivants. Par exemple, pour cette année scolaire, l'année scolaire plutôt écoulée, 2017-2018, on constate effectivement que le taux d'accès au secondaire, donc secondaire s'entend à partir de la seconde, donc est de 6%. Et plutôt 12,5% pour les filles, ce qui est très faible. Et puis, il est autour de 17% pour les garçons, même si c'est encore faible. En tout cas, l'indice de parité est encore loin des 1. Donc, c'est une réalité. Le
la lutte, l'ensemble des stratégies menées pour effectivement la promotion de l'éducation des filles au primaire et au post-primaire est en train de donner des résultats probants. Et il faut maintenant qu'effectivement, au niveau du secondaire, on accentue le combat. Justement, en attendant ces résultats, comment vous expliquez justement ce décrochage scolaire du secondaire concernant les filles? Ok, merci. Et en effet, il faut dire que nous avons quand même eu à mener un certain nombre d'enquêtes, de recherches qui sont, en tout cas, qui nous ont permis d'établir un certain nombre d'évidences et certains éléments sont ressortis au cours de l'extrait. Donc, c'est la question donc les pesanteurs socioculturelles en termes donc de surcharge de travaux ménagers sur les filles ou bien le poids de la puberté qui est souvent rime avec sexualité précoce mal gérée, avec des conséquences comme les grossesses non désirées, tout ça qui contribue à déscolariser les filles. Mais aussi, il y a c'est encore le poids des pesanteurs socioculturels, comme une perte de confiance et d'estime de soi au niveau des filles à partir d'un certain niveau. Mais bien sûr, il y a le coût d'opportunité. Parce que quand même, malgré les efforts donc de l'État et de ses partenaires pour diminuer les charges des parents, la pauvreté joue un rôle quand même sur l'éducation des filles, parce que les pesanteurs socioculturels aidants, comme les mariages d'enfants, les grossesses non désirées, tout ça, ça décourage un peu les parents qui ne soutiennent pas et ça déscolarise les filles à partir du secondaire. Et qu'en est-il de la responsabilité de l'État? Est-ce que vous estimez que la politique de maintien des filles au niveau du secondaire est la même ou bien aussi importante que ce qu'on voit au niveau du primaire? Alors, donc, l'État, effectivement, en est conscient et il y a un certain nombre de recherches qui ont été menées pour établir des évidences et comme les stratégies mises en œuvre au niveau du primaire ont porté des fruits. Nous avons mené, par exemple, au cours de l'année 2017-2018, une recherche pour établir les raisons des écarts sexo-spécifiques dans les résultats des élèves entre donc, filles et garçons. Nous avons aussi mené au cours de 2018 une recherche qui tente à mesurer l'efficacité et l'impact donc de l'ensemble des mesures mises en œuvre pour la promotion de l'éducation des filles et ça nous a amené à des évidences. Donc c'est pour dire que les interventions vont s'accentuer pour là où justement le problème se pose à partir donc des résultats de cette recherche qui montrent qu'effectivement il faut apporter des réponses sur le poids des pesanteurs socioculturels et puis aussi l'appui financier, mais pourquoi pas aussi la lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. D'accord. Avant de revenir sur les solutions, je reviens quand même sur les pesanteurs socioculturels, un problème de mentalité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont réellement compris la nécessité de soutenir la scolarisation de la jeune fille comparativement aux jeunes garçons? Je souhaite vraiment dire oui. D'accord. Et c'est mon souhait parce qu'effectivement, si nous voyons en tout cas les résultats atteints au niveau du primaire, nous pensons que, même au niveau du post-primaire, nous pensons qu'effectivement, on a compris, la majorité a compris l'importance de l'éducation des filles, mais il faut continuer à sensibiliser, et d'ailleurs c'est un des résultats auxquels nous sommes parvenus au cours de cette étude-là. Il faut continuer à sensibiliser et les parents, mais aussi les élèves eux-mêmes, et surtout les élèves filles aussi, pour dire qu'effectivement, la lutte doit continuer. D'accord. En dehors de la sensibilisation, quelle solution, j'allais dire structurelle, peut-on envisager pour résoudre cette problématique? Bien, alors, donc, des réponses structurelles, c'est déjà l'existence d'une structure à part entière pour s'occuper donc de la question de l'éducation des filles, la recherche qui a amené des évidences, il faut apporter des réponses aux problèmes de restauration, d'hébergement, et il y a donc l'effort que l'État fait pour donner des bourses, pour donner des kits scolaires. Il faut donc que ça puisse atteindre le maximum de cas, en tout cas de filles qui sont dans le besoin.
Merci beaucoup, Madame Rasmata Ouedraogo. Je rappelle donc que vous êtes la directrice générale de l'éducation inclusive, de l'éducation de la jeune fille et du genre. Merci d'être passé donc nous entretenir sur ce sujet. Et dans la suite de cette édition, nous évoquons cette initiative de l'association Sinéya Sigui qui vise justement à encourager la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Il s'agit du concours d'excellence des filles du primaire de Ouagadougou, dont le lancement est intervenu hier, 13 avril. Pour cette 5e édition, environ 130 jeunes filles sont inscrites pour la phase éliminatoire, mais seulement 50 seront retenues pour la phase finale. Nongba Kouda, Abdoul Rasmane Zongo. Pour une scolarisation inclusive des filles au Burkina Faso, je m'engage. C'est le thème de la 5e édition du concours d'excellence des filles du primaire de Ouagadougou. Le concours est exclusivement réservé aux 2 meilleures filles de la classe de CM1 des écoles primaires. C'est accepté de faire le concours parce que chaque élève doit accepter quand tu travailles bien en classe, quand tu te lèves, il faut accepter de partir parce que c'est bien. 129 candidates issues de 66 écoles primaires de Ouagadougou prennent part à la phase éliminatoire avec les épreuves d'opération et de problèmes. L'objectif premier, c'est de promouvoir la scolarisation de la jeune fille, gage d'un développement sûr et durable. Et c'est pour aussi accompagner le MENA à atteindre ces objectifs. Les 10 premières reçoivent vraiment des gros lots, les 5 premières reçoivent aussi des vélos. Et grâce à notre marraine qui nous soutient chaque année, nous primons jusqu'aux 50 filles, 50 lauréates avec des kits scolaires. 5 prix spéciaux et 5 prix d'encouragement seront distribués aux lauréates à l'issue des épreuves orales le 4 mai prochain. Dans l'actualité également, après une période difficile suite à des mouvements de contestation, la mairie de Gourcy reprend son fonctionnement normal. La relance des activités de la mairie dirigée par Kadidja Traoré est intervenue hier samedi. L'événement a connu la présence des fils et filles de la localité, désormais déterminés à cultiver la paix et à soutenir le développement de la ville de Gourcy. Issoufou Kaboré et Francis T. Relancer les activités socio-économiques et culturelles de la commune de Gourcy, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par le conseil municipal de la cité de Naba-Yadega. Une relance qui permettra la mise en œuvre de projets socio-économiques et culturels au profit des forces vives de cette localité. Cette rencontre est le signe d'un nouveau départ pour les responsables de la commune. À en croire la représentante du médiateur du Faso, l'événement marque la fin de la crise qui a secoué la mairie de Gourcy. Cet événement qui prouve que la sérénité est revenue dans votre commune et je félicite l'ensemble des acteurs pour leur hauteur d'esprit. Je les exhorte à continuer le dialogue pour l'amélioration du climat de travail au sein du conseil municipal. S'unir et avoir un objectif commun, à savoir le développement de la commune de Gourcy, c'est désormais le leitmotiv des autorités communales. Selon les différents protagonistes du conseil municipal, la crise relève du passé. On s'est demandé pardon. Je crois que la crise est derrière nous et que main dans la main, nous allons construire notre commune. Nous, on place la crise derrière nous, en ce sens qu'on a tendu la main à tout le monde. Nous pensons que nous travaillons à rassembler le plus grand nombre. Nous sommes déjà en retard, donc nous sommes en train de chercher plutôt la construction de la commune. Tous mobilisés derrière le maire pour le développement de la commune de Gourcy, c'est le souhait désormais des forces vives de la cité de Naba-Yadega. En rappel, la commune de Gourcy a traversé plusieurs mois de crise ayant conduit à la suspension du maire en novembre 2018. Cap à présent sur Fada pour voir ce changement de vie d'un policier qui fait partie du groupe radié de la police nationale suite aux mutineries de 2011. Abdou Naba a refusé de rejoindre les rangs des chômeurs et s'est lancé dans 3 principales activités. Meunier, jardinier et vendeur d'eau. Ces activités lui rapportent environ 8 millions de francs CFA par an, de quoi ne pas regretter son départ de la police. Alassane Kendrebego, Joël Tendambiga et Mahamadi Ouedraogo. De formation, Abdou Naba a été radié suite aux mutineries de 2011. Une situation qui l'oblige à revenir à la source pour une nouvelle aventure. Dans un premier temps,
je faisais le commerce du bétail. Et j'ai fait ce commerce pendant un certain temps et je constatais qu'il y avait beaucoup de pertes. Considéré comme une charge pour les parents au moment de sa révocation, aujourd'hui, ce policier radié s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Actuellement, ici, j'ai 2 moulins. Après ça, j'ai pu faire mon mariage, j'ai pu construire. Au moment de sa révocation, nous étions dessus. Mais après, il s'est beaucoup donné au travail. Je l'ai accompagné avec le peu de moyens que j'avais pour implanter un moulin et un jardin. Aujourd'hui, il peut gérer la famille même après moi. Sur ce lopin de terre aménagé, Abdou Naba tire son épingle du jeu grâce à son dévouement au travail. Je fais le jardinage également. Et c'est essentiellement du poivron. C'est essentiellement le poivron que je fais. C'est à l'issue de ça que j'ai pu réaliser ce que nous voyons actuellement. 7 personnes gagnent leur vie dans l'entreprise de Abdou Naba. Il m'a beaucoup aidé depuis que je suis avec lui. Ce qu'il me paye me permet de m'occuper de ma famille. Grâce aux retombées de l'entreprise, il dispose d'une pompe solaire pour l'irrigation de son jardin et l'approvisionnement des habitants du quartier en eau potable. Avant nous, on enlevait le vent là. Il fallait se lever à 2h du matin, aller déposer ta baille. On a eu chaud à Papatoulou à cause de lui. Donc grâce à lui, vraiment nous sommes sauvés. Donc, la barrique qu'on enlève à 100 francs. La barrique 100 francs là, c'est comme si nous donnions cadeau. À la pompe là-bas, là, on paye. Tu peux faire au moins 4 heures, 5 heures sans gagner l'eau. Mais en tout cas, depuis que lui il est là, on gagne l'eau facilement. Malgré sa réussite, ce policier radié se dit disponible à servir toujours son pays, le Burkina Faso. Leurs activités connaissent des résultats en deçà des attentes à cause des dégâts causés par les animaux sauvages. Les agriculteurs de 3 communes de la Sicile assistent impuissants aux attaques de leurs champs et même de leurs greniers par des éléphants. Des cas de mort d'hommes liés au passage des pachydermes sont aussi enregistrés dans la zone. Alors, comment les paysans s'organisent-ils pour se protéger et se défendre face aux éléphants? La réponse dans ce dossier de Konsun Koulibaly et Draman Guédé. C'est une réunion de crise ici à Li, dans la commune de Tau, à quelques dizaines de kilomètres de Léo. L'ordre du jour, la récente et énième visite des éléphants dans les villages. Les pachydermes passent et repassent à souhait et laissent derrière eux de la consternation. Des greniers détruits et le contenu consommé, des vergers réduits en désert et même des pertes en vie humaine seraient enregistrées. Après les exploitations, maintenant c'est les greniers qu'on attaque. Ils viennent attaquer les greniers, ils viennent dans les coups, ils attaquent les arbres. Déjà, il y a plus de 3 morts. Il y a plus de 3 morts. On ne peut pas le laisser. L'éléphant est un animal sauvage. L'être humain, quel qu'en soit son titre ou sa catégorie de personne, c'est un animal social. Même la nuit, les moustiquaires sont enlevés par les éléphants. Vous imaginez des enfants qui sont couchés, l'éléphant il vient, il enlève le moustiquaire, il laisse l'enfant. Voilà. Après la rencontre, les paysans sont déterminés à nous présenter ne serait-ce qu'un troupeau en plein village. Mais peine perdue, on n'aura pas de pachyderme, mais plutôt leurs dégâts et des paysans remontés. Qui est pour? Les éléphants ont occasionné une dette de plus de 400 000 francs dans mon champ. C'est depuis 19 ans que j'entretiens ce verger qu'ils sont venus ravager en une journée. Je produis de l'iam que des camions viennent charger pour Ouagadougou et Koudougou. Cette année, je n'en ai même pas pour la consommation en famille. Les éléphants ont tout détruit. Depuis 2016 déjà, nous recevons des procès-verbaux dressés par les préfets qui montrent que ces dégâts causés par les éléphants vont en grandissant. Depuis 2016, les communes de Tau, Sili et Niabouli sont confrontées aux périls sauvages.
Les paysans ne savent plus où donner de la tête. Les services techniques sont parfois interpellés, mais là aussi, il faut payer leur déplacement pour un constat très souvent sans suite. En cas de dégâts, il faut payer pour le constat. En tant que sinistré, je préfère prendre ces 10 000 francs, payer des vivres, que de donner pour un constat inutile. En 2017 et 2018, les forestiers sont venus ici faire des constats. Jusque-là, on ne m'a rien dit. Donc cette année, après les dégâts, j'ai préféré rester seul, ruminer ma peine. Nous avons tenté en vain de rentrer en contact avec le service de l'environnement de Léo. Les nuances au propos des paysans, c'est le haut-commissaire qui les apporte. Il y a eu déjà une tentative de réponse apportée par le gouvernement. Les chiffres, c'est à Sili, nous avons 20 personnes qui ont reçu une compensation financière, et à Tau aussi, il y a 17 personnes qui ont reçu pour le compte de l'année 2017 une compensation financière. Mais les paysans parlent d'un cas isolé apporté par l'action sociale d'une façon forfaitaire. Aujourd'hui, leurs méthodes de refoulement des animaux ont montré leurs limites. Ça va faire beaucoup de bruit. Les producteurs se disent alors déterminés à se défendre et à protéger leur production plus efficacement. Aujourd'hui, c'est dans nos concessions, ils veulent vivre avec nous. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On va les abattre. Cette loi-là, elle est faite par les hommes pour les éléphants. Ce n'est pas l'éléphant qui fait les lois pour les hommes. Donc tout ce qu'on peut faire actuellement, nous allons nous préparer et on va résister aux éléphants-là. On donne 2 semaines à ces responsables-là qui se présentent, qu'on discute. À défaut de ça, ils vont les ramasser ici. Je voudrais les appeler à la retenue, à la patience. Évidemment, leurs préoccupations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Et comme je l'ai dit, déjà, ce qui est heureux, c'est que le gouvernement prenne un décret déjà qu'on puisse réparer les dégâts. Et pour nous, en tant qu'autorité administrative et les services techniques en charge de l'environnement, nous allons approcher ces populations-là pour leur expliquer ce qu'il y a lieu de faire en cas de dégâts et qu'il n'y a pas lieu de s'en prendre aux animaux ou de s'en prendre à qui que ce soit. Déjà, 2 éléphantos sont morts dans 2 villages. La cause n'est pas encore déterminée, mais l'administration parle de stress hydrique. Les animaux sauvages n'ont aucune retenue d'eau dans leurs réserves. C'est ce qui expliquerait leur présence dans les campements avec les dégâts qui s'en suivent. Ici, à Ouagadougou, les enfants internés au centre de l'action éducative de Somgandé ont eu droit à une visite médicale ce dimanche. Ils sont une centaine à avoir reçu des soins dentaires et autres soins en dermatologie et en ophtalmologie. L'opération est initiée par l'Organisation du groupe africain pour l'action en santé en collaboration avec le ministère en charge de l'éducation nationale. Rasmani Zundi et Vincent Tchendrebego. Une visite médicale en faveur des enfants retirés de la rue. Nous sommes au centre de l'action éducative de Somgandé où ces enfants bénéficient de consultations spécialisées en dermatologie, en ophtalmologie et en soins dentaires. Cette visite est une visite médicale spécialisée qui consiste en fait à dépister des maladies chez ces enfants-là que nous allons prendre en charge juste après cette visite. Nous avons la spécialité de la chirurgie bucco-dentaire. Il y a la dermato. Et c'est parce que nous avons très régulièrement des enfants qui présentent des maladies de peau. En dernier point, nous avons l'ophtalmo. Ces enfants, pour la plupart initiés à la soudure ou à la menuiserie, nécessitent une prise en charge régulière de leur santé. Et pour ce faire, l'Organisation du groupe africain pour l'action en santé est en recherche, Agora, en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, a pris l'initiative d'accompagner ces enfants sur le plan sanitaire. L'objectif, c'est de prendre
en charge de façon holistique ces enfants que nous avons pu stabiliser au niveau du centre. Au total, 114 enfants internés dans ce centre bénéficient de ces consultations médicales, après quoi ils seront suivis pour une prise en charge effective des maladies détectées lors de cette consultation. Voilà une initiative organisée en collaboration avec le ministère en charge de l'action sociale. Les compositions musicales en langue nationale burkinabé désormais valorisées à travers une thèse de doctorat. L'auteur de cette thèse est l'universitaire Bazombié Yiden Jacob Daboué. Ses travaux de recherche ont abouti à la transcription de plusieurs compositions musicales pouvant être jouées partout dans le monde. Le doctorat a brillamment défendu sa thèse hier à l'université de Koudougou. Au nom des invités, nos reporters Rasmani Zoundi et Vincent Tchendrebego. Nous ne sommes pas à un concert, mais à la soutenance d'une thèse de doctorat en musique. Une thèse sur l'écriture musicale des compositions en langue nationale au Burkina Faso face aux défis de la mondialisation. Elle est présentée par Bazombié Yiden Jacob Daboué à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Nous avons constaté qu'au niveau du Burkina Faso, la musique n'était pas écrite. La musique nationale, en langue nationale, n'a pas été écrite. On a enregistré, on a fait pas mal de discographie, mais il n'y a pas une œuvre musicale écrite. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a un problème. Si Mozart a fait 250 ans pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, c'est par l'écriture et non par l'enregistrement. Et pour l'écrire, le chercheur a parcouru toutes les régions du pays pour collecter des compositions musicales inédites dans plusieurs langues nationales et qu'il a ensuite transcrites en écriture musicale scientifique. Une codification qui permet à n'importe qui de jouer ces musiques, sauf bien sûr les analphabètes de l'écriture musicale. Démonstration devant le jury avec un orchestre composé de musiciens de plusieurs nationalités où le violon et le roudga font bon ménage. L'écriture est une arme redoutable qu'il faut aux Africains pour aborder et affronter la mondialisation. C'est à cause de cela que nous avons pensé qu'il était bon d'écrire nos musiques pour les conserver et les arranger afin donc de pouvoir les consacrer aux fonds baptismaux de la musique internationale. Très honorable, c'est la mention faite à cette thèse par le jury. Et Yiden Jacob Daboué peut désormais enfiler la toge de docteur. Il a pris le temps d'écrire musicalement 14 chansons traditionnelles, plus 8, ça fait 22. Et comme je l'ai dit lors de la soutenance, à partir de l'instant même où il est docteur, si le ministère de la Culture ou l'université de Koudougou décide de publier sa thèse, si nous ne la protégeons pas, partout dans le monde, n'importe quel musicien qui sait déchiffrer ou décrypter, n'est-ce pas, les notes musicales, peut en tout cas faire résonner les notes burkinabè, soit en Chine, au Japon, aux États-Unis, etc. Donc c'est un excellent travail, mais c'est un début de conservation de nos chansons et musiques traditionnelles. J'ai dit au DG du BBDA, il faut préserver cette thèse, c'est précieux. Pour être utile, pour être au service des populations, la politique doit s'asseoir, doit se fonder sur la science. Et c'est ce que nous venons de voir aujourd'hui. Nous allons essayer à notre dimension de voir comment ensemble, avec les nouveaux docteurs, avec les chercheurs de l'université de Koudougou, de Ouagadougou ou d'ailleurs en Afrique, comment nous allons implémenter, mettre en œuvre toutes ces recommandations aujourd'hui qui ont un caractère assez théorique. Jacob Daboué était le 4e docteur que l'université Norbert Zongo a produit en 48 heures. À l'étranger, au Soudan, l'armée promet un gouvernement civil. Des concertations se sont tenues hier dans ce sens entre les partis politiques et les chefs de l'armée. Après la destitution de Omar El-Béchir, les manifestants restent mobilisés dans la rue pour exiger la gestion de la transition par un civil.
Le Soudan, partagé entre l'espoir et les doutes sur la transition qui se joue en ce moment à la tête du pays. Des pourparlers se sont tenus ce samedi entre les partis politiques à l'origine de la contestation depuis décembre et les militaires qui détiennent toujours les clés de l'exécutif. La veille, Abdel Fattah al-Burhan avait été désigné président du Conseil militaire, succédant à l'ex-ministre de la Défense Awad Ibn Ouf, qui avait occupé cette fonction après la destitution du chef de l'État, Omar el-Béchir. Ce général promet désormais de mettre en place un gouvernement civil. Il a annoncé la levée du couvre-feu et la libération des milliers de manifestants qui avaient été arrêtés ces dernières semaines et avance que les crimes commis dans cette période de trouble ne resteront pas impunis. L'homme fort de la répression, le chef du puissant service de renseignement, a démissionné ce samedi, mais la foule reste mobilisée et se tient prête à descendre encore dans les rues. Retour au Burkina pour les actualités sportives de cette édition et je suis en compagnie de Lassina Savargo. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors dimanche, sport de ce jour est essentiellement consacré à la 25e journée du Faso Foot. Il y avait un dernier match pour clôturer ce week-end et c'est le leader Raimo sous pression qui recevait l'USO au Stade Obi. Oui, c'était mano à mano entre Raimo, leader actuel, et Salitas qui talonne donc cette équipe de Bama. On va voir les images Nathalie. Oui, Raimo a répondu présent cet après-midi du côté du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Un seul but. Et quel but? Le but de Modi Cissé, le joueur à GSP du mois de février. Un rush solitaire qui permet donc à l'équipe de Bama de conserver pour le moment la tête de ce Faso Foot avec bien sûr 2 matchs en retard pour son poursuivant immédiat. Et hier déjà, Salitas a réussi son voyage à Bobo face au RCB. Oui, c'était le match à ne pas perdre, Nathalie, pour Salitas, éliminé donc de la Coupe du Faso. On va aussi voir les images. C'est le RCB pourtant qui a ouvert le score grâce à un penalty transformé par Fousseni Béao, la faute de main donc de la défense de Salitas. Le penalty transformé par Fousseni Béao. Et en seconde période, les Colombes vont remettre les pendules à la grâce à Sidiki Abouaka Traoré sur ce coup franc pour le 1 but partout. Et Fovi Aguidi, l'homme providentiel, va donc arracher les 3 points de la victoire pour les Colombes. Salitas est toujours talon donc Raimo avec 2 matchs en moins pour les Colombes du Faso. Pour terminer, il y a eu un match de belle facture au stade municipal entre l'AS Sonabel et l'Asfayenega. Oui, 2 coupures d'électricité du côté du stade municipal. Ici, vous avez mais surtout un beau match entre l'Asfayenega et l'AS Sonabel. Nathalie, c'est pourtant les protégés de la princesse Yenega. On va voir les images qui vont ouvrir le score grâce à Zoumana Dagnogo à la 19e minute. Mais les poulains de Mousso Ouedrago di Mourinho ne vont pas du tout baisser les bras. Oui, la célébration de la Soyenega, légalisation par Béranger Dibi à la 57e minute. Et puis on va suivre le but qui va venir, Nathalie. C'est un but de très belle facture. Béranger Dibi qui va d'abord aller saluer son entraîneur Mousso Ouedrago pour lui dire merci de l'avoir titularisé. Regardez-moi ce but dans sa conception, la passe aveugle. Et puis le centre qui va venir pour qui? Claver Tchendrebego pour le 2-1, un but de très belle facture qu'on a envie de voir et de revoir pour cette équipe de l'AS Sonabel, à 2-1 à l'instant donc. Et puis, suivez, il y aura un 3e but aussi beau que ce 2e but des électriciens. Et ce but-là, il est inscrit par Stéphane Bandé, le fils de l'autre, comme on le dit, voilà, pour le 3-1 pour l'AS Sonabel. Et puis, on va voir d'autres images, Nathalie, des images du côté donc de Saponé, à Saponé, où Majestic recevait l'Union sportive des forces armées. On va d'abord suivre bien sûr la célébration de Stéphane Bandé pour le 3-1, avant d'aller du côté de Saponé, où bien sûr Majestic recevait l'USPOA, le but de belle facture de Newton Adebayo, joueur à JSB, lui, du mois donc de mars. Il va recevoir son prix bientôt. Il marque donc pour les Majesticiens, et les Majesticiens vont faire le break à la 73e minute pour le 2-0, une faute de main du portier de l'histoire qui va profiter donc à cette équipe de Majestic qui gagne 2-1 du côté de Saponé. On va terminer du côté de Koudougou au stade Batebo Balibier où il y a une vive tension entre l'ASEC et l'AS Police. Parce qu'il y a des actions litigieuses. Regardez ce qui se passe du côté du stade Batebo au Balibier. Il y avait une vive tension. Cette action
pas de faute de main, et puis une action qui va suivre. Hein. Ça, c'est une action de la 89e minute, et pourtant, à la 20e minute déjà, cette faute de main du joueur de la série de Koudougou et ce penalty qui va transformer Yemboado Nandiga pour l'unique but de cette rencontre. Et bien sûr, la victoire de l'AS Police qui lutte pour le maintien en première division. Grâce à cette victoire, Nathalie, l'AS Police revient sur les talons des deux équipes. Il s'agit de l'USO et de l'étoile filante de Ouagadougou. Et sachez que le RCK aussi a battu le score de 3-1. Les Foyers donnent enfin match nul, 1 but partout. Et enfin, l'ASB a étrié la GEP sur le score de 3-1. Et merci à vous, Lassina Sawadogo, pour toutes ces informations sportives dans cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de la soirée. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.